1999, we formed this Acid Survivors Foundation to help the victim of acid violence. It is a brutal act against women and children, especially by men. When a young woman rejects a marriage proposal or a romantic relationship, then usually the young men throw acid to a young woman to destroy the beauty of a person. But after some time, we have found that acid is used for any reasons, for land disputes, for family disputes, and also we have seen in some cases men are throwing acid because to the wife, because the wife is having girl baby. So for wide reasons we have seen that the men are throwing acid. Dhaka, capitale du Bangladesh. Au dernier des quelques approximatifs recensements, 15 millions d'habitants. Au rythme des appels quotidiens à la prière et dans le vacarme incessant d'une circulation dense, la population s'agite. Sous une chaleur pesante et humide, elle tente par tous les moyens de vivre. Vivre, ici le mot prend une toute autre dimension. Chaque sourire est souvent un don. Chaque main tendue une rencontre certaine. Chaque regard une émotion qui nous éloigne tous les jours un peu plus de l'Occident. Que cherchent-ils à nous dire? Qu'évoque pour eux notre présence? Ils n'ont pas peur de notre regard. En nous croisant, ils s'abusent de notre caméra. Les enfants, à la vue de leurs photos, en redemandent. Certains nous remercient de les avoir filmés. Il n'est pas vraiment facile de donner un centre à cette ville. Son cœur est partout. L'animation y est constante. Chaque coin de rue, chaque trottoir sont exploités par de nombreux commerces en tout genre. Vendent d'étoffes, mais aussi de nourriture. Et souvent les conditions d'hygiène laissent à désirer. On n'hésite pas à vendre les poulets près des caniveaux où l'eau croupit. À 2 pas, la benne à ordures sert aussi de pissotière. Plus loin, face à la grande mosquée, certains n'ont rien à vendre. Celui-ci n'a même plus la force de marcher et rampe au milieu d'une cohue insensible pour quémander quelques takas. Hommes, femmes, enfants, tous s'activent pour gagner sur un avenir incertain. La plupart viennent des campagnes, dans l'espoir d'une vie meilleure. Parmi eux, les conducteurs de rickshaw. Ils sont partout, à vendre leurs services pour quelques centimes d'euros. Pour la majorité d'entre eux, les vélos ne leur appartiennent pas. À chaque fin de service, ils les ramènent au propriétaire du parc qui gère les locations et assure les éventuelles réparations.
his job is he just count. So he just write down and count how many rickshaws gone out, how many rickshaws came out, and he took the money from the driver and he paid back to the owner. Une fois à demeure, l'entretien des vélos fait vivre quelques artisans. Couturiers, peintres, laissent aller leurs inspirations en créant des motifs aux couleurs vives ou en dessinant les visages de quelques personnalités politiques, religieuses ou du spectacle. Ce type de transport est aussi utilisé différemment. Après avoir subi quelques aménagements, ils sont destinés au ramassage scolaire, chacun pouvant y transporter jusqu'à une dizaine d'enfants. Les conditions de travail sont dures. 12 heures par jour ne suffisent pas à gagner 1 euro. Et en plus d'un salaire de misère, les ouvriers doivent se contenter d'outils rudimentaires. Pour ces étoffes, présentées impeccablement dans les nombreuses boutiques de la ville, leurs tissages sont réalisés dans des taudis. À même le sol, cet homme s'applique à une tâche pénible, non facilitée par la chaleur de l'endroit. Guère mieux pour ces agents de la voirie, qui s'acharnent jusqu'à très tard le soir pour finir une tranchée, avec pour seul moyen des masses et une baramine. En rythme, le cœur à l'ouvrage, pour seule motivation, le courage. Dans le bâtiment, c'est sur la tête et en chantant que sont portés les bacs de ciment, afin de construire les nombreux immeubles de la capitale. Mais souvent les travaux s'arrêtent, faute de moyens. Et d'étage en étage, étayés avec des bambous, les hommes construisent sans avoir l'air de souffrir. À la pause, ils déjeunent en petits groupes. Un repas chaud à base de riz. De leur hauteur, on apprécie mieux les disparités économiques de la ville, et notamment en observant qu'au cœur même de la cité se sont installés ceux qui n'ont même pas la chance d'être exploités. Ici, des familles entières vivent dans les pires conditions, retranchées dans ces bidonvilles, exclus d'une société sans alternative. Je crois qu'ils n'ont pas oublié d'être encore des hommes. À l'image de cet enfant qui tente coûte que coûte de s'instruire, pourra-t-il un jour ne pas faire partie des 30% d'analphabètes que compte aujourd'hui le Bangladesh? Pourra-t-il un jour s'évader de cet endroit où les mots ne suffisent plus pour définir le paroxysme de l'exclusion, où les mots viennent de l'espoir de tout un peuple qui, dans ces conditions, n'a plus d'autre choix que de se vouer aux grandes théories de certains idéologues. Quand Lucky vit Prodip arriver au loin à travers les plants de thé, elle enfreignit toutes les règles de sécurité qu'elle s'était fixées pour courir à sa rencontre. Elle se précipita dans ses bras et enfouit sa tête contre son épaule. Prodip la couvrait de tendresse par des caresses, par de longs baisers, par des effleurements. Elle ne pensait plus. Elle ne voulait qu'être dans ses bras et le laisser la couvrir de tout son amour. Elle aimait tant. C'est au siège d'un des plus grands quotidiens du pays, The Daily Prompter Malo, qu'il est possible de mieux comprendre la situation du Bangladesh. Et ce sont les premiers mots sensiblement fatalistes de son rédacteur en chef, Syed Sharif, qui donnent le ton quant aux conditions de vie de ses compatriotes. Ours is, we are doing basically journalism, but as we have published, so many news we have to publish, and you see, there is a saying that bad news are the news.
Et parmi ces mauvaises nouvelles, c'est la situation des femmes qui préoccupe souvent la rédaction. In Bangladesh, though there are so many beautiful things around our country, across our country, but there are some black, events also happens. And one of the heinous crime is acid violence. Et pourtant, à y voir de plus près, rien ne laisse transparaître ces pratiques. Ce vendredi, devant le Parlement du Bangladesh, les familles profitent du jour férié. Les femmes, bien qu'elles soient toujours accompagnées de leur mari, semblent goûter pleinement à ce qui apparaît ici comme une certaine douceur de vivre. Dans ce même parc, les jeunes se réunissent aussi. Cependant, les hommes restent entre eux. On ne mélange pas les genres. On y discute politique et de la prochaine manifestation anti-américaine qui aura lieu à Dacca dans quelques jours, en réaction aux agissements de l'armée des États-Unis à Guantanamo. Il n'est pas acceptable que ces derniers aient pissé sur le Coran. La religion ici est sacrée, et son approbation une marque identitaire. Mais comme toutes les jeunesses du monde, on se prend parfois à rêver, et il est difficile de voir dans ce regard la marque de l'intégrisme. Certainement préoccupées par la volupté d'un amour naissant, des jeunes filles s'échangent leurs rêves de coquetterie. Comment ne pas s'étonner du fort contraste qui habite ce pays ? Sa jeunesse, fortement majoritaire, 36% de la population à moins de 14 ans, reste écartelée entre l'envie de modernisme et le désir d'une identité culturelle plus que nécessaire pour cette jeune nation livrée à elle-même depuis 1971. Contraste visible aussi sur le plan économique. Les 4x4 flambant neufs roulent dans les rues, au milieu d'une misère la plus indescriptible. Étonnant aussi d'y voir les femmes s'adonner à une compétition d'athlétisme délivrée de leur tenue exigée par la tradition. Mais aussi des étudiants ici dans les jardins de l'École nationale des beaux-arts, où il n'est pas rare de croiser des femmes fréquenter ces lieux sans y être inquiétées. Ou encore, d'apprécier que le sport national est le cricket. On y joue partout dans les rues de Dacca, et souvent avec les moyens du bord. C'est peut-être de cela que Sayed Sharif voulait nous parler. Our journalistic point of view, what can I say more? I can add that there are so many beautiful things about the citizens of this country and the country itself. Mais la vieille ville nous ramène déjà à une réalité plus pesante. Le port de Dacca, sur un des bras du delta du Gange. Des navettes sont organisées pour passer d'une rive à l'autre. Transportant parfois jusqu'à une dizaine de passagers, elles naviguent au milieu de convois en tout genre et se fraient un passage entre une multitude de cargos poubelles qui, faute de moyens, sont encore exploités par les armateurs. Dans ce port, arrive le fret venant du sud et alimente ainsi la capitale. Mais il sert aussi pour le transport civil, souvent dans des conditions de sécurité particulièrement désastreuses. Les marins n'ont pas d'autre choix que de vivre sur leurs bateaux. Tout dans le port s'organise autour d'eux. Alors sur les quais, c'est toute une économie qui s'est développée répondant ainsi à la demande de ces résidents permanents. Et dans cette partie de la capitale, les quartiers montrent une pauvreté plus marquée et par le fait, un fondamentalisme plus soutenu. C'est le jour J. La manifestation anti-américaine a bien lieu. On remarque tout de suite que les femmes sont absentes. La politique reste une affaire d'hommes, surtout lorsqu'il s'agit de causes internationales. Et dans cette cacophonie de revendications, la discorde est palpable et largement dirigée par les idéologies extrémistes. Il s'agit bien là de répondre unanimement à l'enlisement de la politique extérieure américaine. On ne peut pas s'attaquer à la fois impunément, surtout quand celle-ci reste le ciment d'une société, sa raison d'être, sa réponse aux difficultés économiques. De plus, pour ce troisième pays musulman du monde avec 125 millions de pratiquants, la situation actuelle reste inacceptable. Moralité, depuis 1999, quelques milliers d'islamistes veulent terroriser la population en faisant exploser des centaines de bombes. Ainsi, le 17 août 2005, 459 d'entre elles de faible puissance ont éclaté dans tout le pays. Les cibles étaient principalement les ONG qui militent pour les droits de la femme. Et pour les femmes, l'urgence est de taille, comme nous l'explique la présidente d'Acid Survivor Foundation. It is
at the beginning when I started in Yeah. 1999, I was completely traumatized. Yeah. On the street, I was always thinking someone will throw acid on me. I was completely traumatized for my child. You know, I was always thinking about my child, about myself. Yeah, yes. So, but after some time, I recovered from that. You know, it took at least 6 months' time to recover from that. Still, we have problem here with our staff. You know, psychologically we are affected, and in many cases we cry. Le courage de cette femme s'ajoute à celui de certains journalistes, comme Sayed Sharif et de son quotidien, qui n'hésite pas à financer comme il le peut certaines actions de cette ONG. We used to, print many cases of acid violence, and once we thought that we should do something for the acid victims, mostly those who are females, as they are the most vulnerable, they are the poorest of the poor. Till now, from readers' donation, we raised almost 8 million taka, and we spent the whole money to help the acid victim people in 2 ways. Mais cela n'est pas sans risque, compte tenu des menaces importantes proférées par les islamistes à l'encontre des médias, pourtant libres et nombreux au Bangladesh. Le siège d'Acid Survivor Foundation. Pour y rentrer, comme pour en sortir, les vérifications d'identité sont draconiennes, car on craint en permanence des représailles. Et une fois dans ces murs, c'est toute une structure hospitalière de fortune que l'on découvre. Là, c'est une froide réalité qui se dévoile, l'expression la plus horrible de la folie humaine. Mais aussi le témoignage implacable de la solidarité de certains à consacrer leur vie pour lutter contre ce fléau. L'attaque au vitriol des femmes, dont la faute fut celle de ne pas avoir accepté les exigences de leur mari, de leurs prétendants, de leur famille. Derrière chaque porte sont des histoires différentes, et encore et toujours des visages mutilés. Mutilés, mais souriants, comme si la vie reprenait son droit coûte que coûte. Dans une autre chambre, c'est l'impensable qui nous est permis de constater. Ça battrait, 10 ans. Alors comment comprendre que ces enfants soient aussi victimes de cette infamie? Because usually we share the bed. Children are also sleeping with the mothers. Only, it's an accident. Yeah, most of the cases, the perpetrator knows that the children will sleep with them. So the perpetrator, by knowing, they are throwing acid. They are not the main target, but they are, it is not only accidentally. It is also a purposeful, attack. La tâche de Monira et de son équipe est longue et pénible, d'autant plus qu'il est indispensable de rendre aux victimes la possibilité d'une vie sociale. Ces filles devront partir un jour ou l'autre, mais dans quelles conditions? Avec quel argent? Il est nécessaire de pouvoir leur trouver du travail. Mais souvent cela est difficile. Alors l'ONG les garde autant qu'elle le peut, se battant inlassablement contre les moulins d'une justice bangladeshi qui n'assume pas ses responsabilités. Dans ce pays, il ne s'agit pas d'erreur judiciaire, mais bel et bien de désintérêt judiciaire. Les négociations du mariage de Laki allaient bon train si elle en jugeait parce qu'elle l'entendait la nuit quand elle ne dormait pas. Elle pleurait chaque fois sur sa couche, en pensant aux caresses de Prodip. Mais cela ne changeait rien. Son père voulait la marier à un autre, bel et bien un inconnu. Dans la gare de Dhaka, c'est aujourd'hui l'effervescence des grands départs. Et comme dans toutes les gares du monde, c'est un concentré de la société qu'il est possible d'observer. On y voit ceux qui attendent un train qu'ils ne peuvent se payer, en espérant la générosité de quelques voyageurs plus fortunés. Des enfants mendiants aux fenêtres des wagons première classe, des familles entières rentrant chez elles après l'infortune de leur expérience dans la capitale. Des hommes et des femmes en partance pour affaires en province. Sur le quai, des colporteurs profitent de la cohue pour faire commerce de leurs journaux ou de victuailles en tout genre qu'ils transportent sur leur tête. Mais la gare est aussi l'attraction pour tous ceux qui ne partent pas. C'est une part de rêve qui s'incarne quand on voit les autres pouvoir accéder au voyage. L'organisation du City Express est rigoureuse, de la vente du billet jusqu'à son contrôle. D'ailleurs,
Les contrôleurs avec leurs vestes bleues font bien comprendre par leur présence qu'il sera difficile de frauder. Les horaires au départ sont sensiblement respectés, mais le voyage s'annonce pour le moins long et pénible. Mais cela ne dérangera pas ceux qui voyageront sur le toit. Ce train est à destination de Chittagong, dans le sud-est du pays. Mais avant de traverser les grandes plaines du pays, le convoi force le passage au milieu des déshérités de la capitale. Une densité impressionnante de personnes exclues de la ville viennent se réfugier ici. Et cela n'est pas anodin, car au passage d'un train, tous savent que certains passagers peuvent se laisser aller à un geste de générosité. Les passagers ont pour ce genre de voyage développé leur principale vertu, la patience. Et même si en première classe, quelques ventilateurs fixés au plafond font office de climatiseurs et rendent le voyage plus agréable, en deuxième, la promiscuité est telle qu'elle plombe un peu plus l'atmosphère. Atmosphère rendue très vite humide, car le convoi ne tarde pas à traverser la campagne du pays. Une campagne verte, gagnée jusqu'à l'horizon par ses rizières. À bord, le service de restauration est déjà au travail. Comble du luxe, première classe, le service se fait sur assiette. Pour les autres, c'est la prévoyance qui prime. Pourtant, et malgré les cafards qui ont pris possession de tous les wagons, de la chaleur étouffante et de la lenteur de ce train, un sentiment général caractérise ces voyages, la sérénité. Dans la poursuite de son périple, le passage du City Express est fortement attendu. Pour les habitants de cette petite bourgade desservie par la ligne Dhaka-Chittagong, c'est l'événement de la journée. Et sur le quai sont déjà présents ceux qui espèrent bénéficier de son arrivée. Comme cette jeune fille, aveugle, que son frère guide dans sa quête. আল্লাহ করিবেন আসান হরি ভাই মুমিন হবে রাসূল উম্মতের জাবিন ठीक है और पास ठीक है « 10 minutes d'arrêt, juste assez pour permettre aux vendeurs de bananes, de noix de coco vertes, de sucreries, de rentabiliser au plus la desserte. On y descend des prisonniers de droit commun, enchaînés dans l'indifférence générale, pendant qu'aux fenêtres des premières classes, certains chantent la mendicité. Allah
Et quand on ne sait pas chanter, on insiste, usant de tous les stratagèmes possibles pour attendrir les riches. Mais pour y parvenir, il ne faut surtout pas lâcher l'affaire. D'heure en heure, le train s'approche de sa destination finale, traversant encore et toujours ces petits villages perdus au milieu des grandes étendues de rizières. Et 6 heures plus tard, 300 km parcourus laborieusement, de ralentissement en arrêt fréquent, la ville de Chittagong laisse entrevoir déjà sa proche banlieue. Et au fur et à mesure de son entrée dans la ville, le décor ne dénote pas vraiment avec celui de la capitale. À l'instar de Dacca, c'est la même pauvreté qui règne au bord des voies, les mêmes bidonvilles, les mêmes conditions de vie. Et l'arrivée du train ne trompe pas cet enfant. Il faut le suivre jusqu'à son terminus pour espérer gagner sa vie. Les relations que Lucky avait en cachette avec Prodip s'amplifièrent. Puis un jour, elle avait commencé à avoir des nausées au réveil. Lucky était enceinte de Prodip. Le mariage prévu par son père avait donc été annulé. Une fille qui avait perdu sa virginité était considérée comme souillée. Son père la harcela, la frappa pour connaître le nom du père de l'enfant, mais elle ne craignait plus personne maintenant qu'elle était deux, donc elle se tut. Son père chercha alors une solution expéditive pour ne pas perdre complètement la face auprès de la société du village. Chittagong, cette ville de 4 millions d'habitants, ressemble étrangement à toutes les villes du pays, tant par sa densité que par son niveau de vie. Cependant, elle tire principalement parti de sa position géographique. Située au sud-est du pays, proche de la frontière du Myanmar, elle a pour principal atout de donner directement sur le golfe du Bengale. Elle permet donc à sa population de développer entre autres le secteur de la pêche, mais aussi de profiter par certains côtés des loisirs balnéaires. Et sur cette route, empruntée par quelques milliers de citadins pour se rendre à la plage, se découvrent ci et là de multiples villages de pêcheurs installés près des rivages. La vie dans ces communautés n'a rien à envier à la vie citadine. Bien au contraire, elle semble plus harmonieuse, car elle assume mieux sa démographie galopante. Elle permet aux enfants de profiter d'une enfance trop souvent absente au Bangladesh. Dans ces villages, le travail ne manque pas, bien que ses fruits permettent juste à ses habitants de jouir du minimum vital. Tout ici est rythmé en fonction des différentes pêches. Le superflu n'existe pas. La vie privée appartient au village. Et pendant que les hommes préparent leur prochaine sortie en mer, en se livrant à la nécessiteuse tâche qu'est la réparation des filets, les femmes s'occupent de leur foyer, soucieuses aussi d'éviter autant que possible le regard des hommes. Les filets sont tirés sur des petites embarcations, accueillant à bord jusqu'à une vingtaine de marins dans des conditions de sécurité plutôt précaires. Mais les risques quotidiens que prennent ces hommes, et qui marquent profondément la vie du village, n'entachent pas la joie naturelle de leurs enfants.
Des enfants gagnés par la vie, au sourire si irrésistible qu'il est difficile de leur refuser quoi que ce soit, surtout lorsque ces derniers prennent à partie le voyageur pour lui soutirer quelques bakchiches. Pour la population de Chittagong, c'est aujourd'hui les grandes migrations vers la côte. Les plages sont largement fréquentées et malgré la forte densité, des familles entières viennent passer du bon temps dans ces stations balnéaires. Et bien que des tenues décentes soient exigées de fait par la religion, les femmes et les hommes profitent ensemble du panorama que leur offre le golfe du Bengale. On y pique-nique, on fige des instants, on contemple l'horizon et son ciel chargé d'orage annonçant les moussons prochaines. Autour, c'est tout un commerce qui s'est développé, et notamment pour les femmes qui y trouvent des bijoux, des parures, et les emplettes se poursuivent jusqu'à la tombée du jour. Le soir, l'endroit se vide dans une cohue des plus fracassantes, entre les appels à la prière et les klaxons ininterrompus des baby-taxis. Au nord-est du pays, à quelques kilomètres de la frontière indienne, c'est le calme qui règne en maître dans les plantations de thé de la ville de Sylhet. Le thé et toute son industrie qui profite largement à l'essor de la ville. Ces plantations emploient de nombreuses personnes qui comptent chacune jusqu'à une centaine d'ouvriers. Main-d'œuvre peu onéreuse qui traite plusieurs tonnes de cette plante qui fait incontestablement la fierté de cette région, tant sa qualité est réputée comme inégalable. Et même si le travail est difficile, on découvre ici que de nombreux moyens ont été investis par les exploitants pour assurer un meilleur rendement, tout en permettant à leurs travailleurs d'habiter au cœur de l'exploitation. Ils ont un toit et surtout un salaire légèrement supérieur à la moyenne du pays. Par conséquent, et grâce à l'essor de ces entreprises privées, Sylhet a pu ainsi faire aller ses enfants à l'école, ce qui est une performance dans un pays où l'accès à l'instruction demeure un véritable problème. The government of the Bangladesh are very poor, so they cannot financial support all the schools of Bangladesh due to the insufficient of money, and that is why we are requesting you any contribution. We are congratulating welcome you. Les contributions extérieures se font aussi grâce à l'aide de l'UNICEF et de nombreuses ONG, car il s'agit bien là d'écoles privées dans laquelle les filles ont droit, comme pour les hommes, à l'instruction. Mais elles ne représentent dans le pays que 20% des institutions scolaires. Sylhet possède même son université. Installée au cœur de la ville,
seulement quelques étudiants privilégiés peuvent se permettre de se payer l'inscription. Les femmes ont accès aux cours et la mixité demeure somme toute admise. Mais l'enseignement promulgué reste largement soumis aux bonnes volontés du gouvernement. Beaucoup de ces étudiants nous confieront que le Bangladesh, malgré tous ses problèmes, n'est absolument pas touché par la prostitution, les trafics d'alcool, de drogue, que le sida est inexistant, et relativise complètement le traitement barbare réservé à certaines femmes trop soucieuses de leur liberté. Pourtant, Sylhet dénote dans le paysage économique du pays, car elle a permis toute proportion gardée de donner à ses habitants une certaine prospérité, palpable au regard de ses centres commerciaux largement achalandés et par son marché tout aussi riche en produits alimentaires. Mais en dépit des efforts de la communauté internationale et domestique pour améliorer les conditions économiques, le Bangladesh reste un pays très pauvre. Bien plus de la moitié du PIB provient du secteur des services et près des 2 tiers des Bangladais sont employés dans le secteur agricole, avec le riz comme culture principale. Pour ces hommes, le riz est une réelle source de revenus, même si 50 kilos de riz se négocient à moins de 10 €. Cela suffit pour faire vivre toute la famille. Et si tous les hommes sont à la tâche, les enfants, eux, contribuent au labeur, en pêchant au milieu de ces grandes étendues quelques petits poissons qui finiront en friture. Les rizières sont le symbole de cette nation alimentée par le delta du Gange et ses moussons souvent dévastatrices. Elles enluminent le pays, mais sont aussi synonymes de la dureté du travail et de son retentissement dans une société tout aussi gorgée de corruption que le pays est gorgé d'eau. Et dans ce marasme politique qui oppose ses notables dans des conflits d'intérêts personnels, le peuple a du mal à réfléchir sur ses valeurs sociales, tant préoccupé qu'il est à vivre, tant les métiers sont difficiles à l'image de ces casseurs de cailloux. Ici, personne n'a d'autre choix que de rivaliser avec la vie, en l'égayant de chants et de sourires, en masquant ses tragédies. Et tout cela dans l'espoir fabuleux qu'avait apporté l'indépendance à ce peuple le 16 décembre 1971. Mais cette bonne volonté suffira-t-elle à briser les tabous de ce pays prisonnier de sa jeune histoire et d'une pauvreté qui l'a mené incontestablement à une violence qui ronge petit à petit son désir d'ouverture? La solution fut trouvée le soir même. Lucky allait vivre chez un cousin qui était installé dans un village éloigné, proche de la frontière. Il était déjà marié et il avait 2 enfants, mais il accepterait bien une 2e épouse du fait des circonstances exceptionnelles. Et puis la vie dans cette partie du pays était difficile et une personne de plus pour aider aux travaux des champs n'était pas négligeable.
C'est ainsi que Laki fut amenée dans son nouveau foyer, une semaine plus tard. Elle mit au monde une ravissante petite fille qu'elle élevait avec tout l'amour qu'elle avait eu pour Prodip, le père de son enfant. Je m'appelle Fauziya, et Laki était mon amie. Depuis le jour où elle est partie, je ne l'ai jamais revue. Si elle savait que j'avais eu moins de chance qu'elle. আমি 1999 সালে অ্যাসিড আক্রমণের শিকার হই। আমার ছেলে প্রেম প্রস্তাব পেয়েছিল, তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। Le jour du drame, Fauziya avait 16 ans. Mais dans son malheur, elle a eu de la chance d'avoir pu contacter Acid Survivor Foundation. Car bien des victimes restent dans le mutisme le plus complet avant d'oser faire les démarches nécessaires. Et ce n'est pas sans émotion qu'elle retrouve aujourd'hui celle qui lui a tout simplement permis de vivre et de reprendre ses études. Désir qu'elle avait eu à l'époque, mais qui lui a coûté son visage. Yeah, and you. For bonus. It is a bonus for you. Of course. Hey, you're a superstar now. হ্যাঁ, আমার টার্গেট ছিল, আমি যখন আমাকে প্রস্তাবটা করেছিল তখন আমি ক্লাস 9-এ পড়তাম। যখন আমাকে অ্যাসিড মেরেছিল তখন মাত্র আমি এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। তো আমার একটা টার্গেট ছিল পড়াশোনা করব, তারপরে দেখা যাবে। আমি যেটা জানি, আমি যেটা বলতে পারি সেটা হলো যে ওরা আসলে সমাজে ওদেরকে কেউ ভালো মনে করে না। কিছু মানুষ থাকে না সমাজে যে গায়ের জোরে মোরালগিরি, ওরা ছিল সেরকম। A person receive acid, then it has different sorts of consequences and impact. One is the physical damage. It creates a very big scars, deep scars, and deformity. They lost their eyesight, their nose, their mouth, their ear, so they cannot have a normal life. And also the disfigured people become disabled and marginalized by the society. We have very qualified plastic surgeons in Bangladesh. They are operating, and it goes for a long time. It needs several operations, 9-10 operations. So it is not only the physical treatment, also we have to psychologically empower them to build their confidence, and then they forget about their external appearance. We try to promote their internal strength, their courage, their beautifulness inside them, and then they work and they go to the school, they try to live a normal life. আমাদের সমাজে মেয়েদের তো কোনো রাইটস থাকতে পারে না, যেটা পুরুষ বলে, পুরুষের ধারণা। সেক্ষেত্রে আমার ধারণা যে সেটাই, কেন সে আমাকে না বলবে, আমি কেন তাকে না বলতে পারবো, কেন আমার এই সাহসটুকু, কেন আমার এই অধিকারটুকু হবে, সেই জন্যই সে প্রতিহিংসা করে না আমাকে এরকম করছে। আমার তো কোনো রাইটস থাকতে পারে না, এটা তো পুরুষের ধারণাই। Depuis 1999, les attaques se sont accrues de 40% chaque année jusqu'en 2002. Les chiffres sont alarmants. On constate pas moins de 410 cas par an, dont 27% d'enfants, bien que depuis la création d'ASF et de ses nouvelles campagnes de sensibilisation, ces chiffres semblent à ce jour en légère baisse. Mais dans tous les cas, il s'agit aussi pour lutter contre ce fléau d'une réelle prise de conscience de la population telle que le souligne Handicap International. Actually, who already lost their faces, there are not enough support in Bangladesh to do the surgery and recover her faces. This is not very common in the country because the medical things are very expensive. Even people are not getting their basic medical services properly. I'm not saying that they are not getting, but they are not getting properly. Most of the people are isolated from the basic medical services. So it is very costly for the common people or the poor people to get this sort of costly cosmetic surgery or other things. Really very tough for them. হ্যাঁ, এরকম অনেক ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন তো অ্যাসিড সার্ভিস ফাউন্ডেশন হেল্প করে। তাদের সহযোগিতায় তো আমরা অনেকেই নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখি, নতুন করে বাঁচতে চাই। এরকম যদি ওরা যদি হেল্প করে তাহলে তো আরও অনেক ফ্রেন্ড আছে আমার যারা সহযোগিতা পাবে এবং নতুন করে বাঁচতে পারবে। The first thing I would like to say, the achievement we have is from the international community, the support from the international community to say no to acid violence. The first thing is important. And it is very, very expensive to treat an acid violence cases. So we need support from other people. And therefore I would like to say that any sort of help is welcoming.
We can help, with small donations. We can help for continuing education of a survivor. We can provide a skill development training, and with his small support, we can buy pressure garment to reduce the deformity of the scars. We can give an artificial eye to a person. All with big money, we can provide good treatment to the person. We can work on stopping acid violence in Bangladesh. Peu à peu, dans d'autres pays confrontés également à ce problème, comme le Pakistan, l'Ouganda, le Cambodge, l'Inde, le Bangladesh devient un modèle à suivre pour les organisations de ces pays qui veulent lutter contre ce fléau. Car seul le Bangladesh a réellement développé aujourd'hui des programmes contre ces violences. Ainsi, il est possible que dans quelques années, ce pays soit considéré comme un exemple à l'image du combat courageux de Fawzia et de Bonira. Après une dizaine d'opérations de chirurgie réparatrice particulièrement douloureuses, Fawzia a décidé de ne plus toucher à son visage. Elle essaie aujourd'hui de refaire sa vie tant socialement que professionnellement. De plus, elle s'investit pleinement dans l'action de Handicap International et de ASF. Et qui sait, peut-être qu'un jour elle rencontrera un homme qui saura être tout simplement un homme.